Bonjour, donc après une longue période sans vidéo et avant de passer une nouvelle série d'anticipation économique, je voulais revenir avec vous sur un petit bilan de ce qui s'est passé en 2024, en sachant que, sans surprise, je vais vous dire que j'ai été excellentissime dans mes anticipations économiques, ça va en énerver certains. Je vais vous dire pourquoi donc avec des argumentations, et puis je vais faire un mea culpa sur ce qui s'est pas passé exactement comme j'avais annoncé, qui m'a un peu surpris, ou en tout cas qui s'est pas passé selon les mêmes modalités que ce que j'avais annoncé, mais dans la même direction. Mais avant de passer au vif du sujet, je voulais donner un petit coup de main à Jean-Marc Jancovici, qui a été interviewé par l'infâme Apolline de Malherbe, qui lui expliquait dans son discours propagandiste classique qu'on a tous entendu qu'il y avait une grave crise du logement, que on aurait bientôt plus de toit sur la tête et qu'il fallait produire 500 000 logements par an. Alors, je vous laisse l'écouter, puis après on va lui répondre avec quelques petites données de l'INSEE. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour l'habitat? Qu'est-ce qu'on fait pour le logement qui est en grave crise aujourd'hui? Alors, il y a deux choses distinctes. D'abord, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, la création de logements était, alors je ne sais pas si c'est encore le cas sur les 6 derniers mois, mais était de façon chronique le double de la création de nouveaux ménages. Donc chaque C'est année. plus le cas. Aujourd'hui, il y a moins de logements qu'il n'en faudrait. Alors, moins qu'il n'en faudrait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je vous dis encore une fois, c'est que les statistiques que j'avais jusqu'à très récemment, c'est qu'on crée 2 fois plus de logements qu'il n'y avait de nouveaux ménages. Et là-dedans. Donc c'était trop. Bah, oui, ça veut dire qu'on peut en faire moins. Ça veut dire qu'on peut s'arranger avec moins. Après, dans les nouveaux logements qu'on crée, il y a aussi pas mal de résidences secondaires. Est-ce que c'est indispensable de faire des résidences secondaires? Il y a des gens qui vont m'écouter en hurlant « De quoi? C'est liberticide !» Oui, mais enfin, la résidence secondaire, avant l'énergie abondante, ça n'existait pas. Hein. Donc, quand on va retourner à l'énergie contrainte... C'est une invention récente. Oui, parce que c'est permis physiquement par l'abondance énergétique. Avec une abondance énergétique plus basse, avec moins d'énergie, on n'aura pas les moyens d'avoir des résidences secondaires. À l'époque, il y avait que les aristocrates qui avaient des résidences secondaires. Le peuple n'en avait pas. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à en faire? Parce que ça vient quand même artificialiser et construire pour des occupations qui sont ponctuelles et qui nécessitent un transport, voilà, et qui sont hors des zones par ailleurs d'activité économique. Voilà. On a également un sujet sur la déprise d'un certain nombre de villes. C'est quoi la déprise? Vous avez un certain nombre de villes moyennes dans lesquelles vous avez de moins en moins de gens qui habitent. Vous avez le taux de vacances des logements qui augmente et donc les gens. Donc il vaut mieux réintégrer des habitants dans ces centres-bourgs. Donc tous les vieux retraités veulent faire construire en Bretagne et sur la Côte d'Azur, pendant qu'à Valenciennes ou à Arras, vous avez des gens vous avez des logements vides. Donc vous avez un sujet aussi d'aménagement du territoire. Alors aménager le territoire, ça porte un vilain nom, ça s'appelle la planification, mais ça veut dire qu'il faut essayer, par exemple, de faire les nouvelles usines de batteries ou d'autres dans des endroits où il y a plein de logements vacants, histoire de recréer de l'activité. Alors, je ne connais pas le taux de vacances des logements à Dunkerque, mais histoire de recréer de l'activité. Mais la vallée, enfin, elle est plus large que seulement Dunkerque. Mais il faut donc recréer de l'activité, idéalement, dans des endroits où il y a déjà des logements vides. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas faire, parce que l'abondance énergétique nous a rendu la vie facile, et donc on n'a pas eu besoin de se creuser la cervelle, c'est refaire des plans un peu à large maille, en juxtaposant le sujet des transports, le sujet des logements, le sujet de l'activité, le sujet de l'agriculture, etc. Et à comprendre comment est-ce que tout ça continue à flotter dans un monde dans lequel les flux physiques seront moins faciles à créer. Alors, puisque Apolline de Malherbe n'est pas là pour nous interrompre toutes les 10 secondes, on va pouvoir répondre paisiblement et aider un petit peu Jean-Marc Jancovici. Alors, l'INSEE nous dit qu'on a en France 37,6 millions de logements disponibles. Les spéculateurs d'immobilier vont me dire oui, mais il y a quand même une pénurie parce que ils sont pas au bon endroit, parce que ils sont pas rénovés, parce que ma grand-mère et mon oncle a eu du mal à trouver un logement. Bon, ok. Sans parler de la grand-mère et de l'oncle de n'importe qui, nous on va prendre les chiffres. On a l'INSEE qui nous dit qu'on a 37,6 millions de logements disponibles. Et on va s'imaginer qu'on décide demain matin de mettre 3 personnes par logement, ce qui n'est pas complètement délirant. Il suffit de demander à tous les vieux qui vivent tout seuls dans 250 mètres carrés ou à deux de découper un tout petit peu leur logement pour accueillir une famille, par exemple. Voilà, bref, je suis pas en train de vous demander de vous emboîter les uns dans les autres pour rentrer dans des endroits hyper réduits. Je vous demande juste 3 personnes par logement, ce qui est beaucoup moins que la moyenne mondiale. Alors ça nous permettrait de loger 112,8 millions d'habitants. Il s'avère qu'en France, la population, c'est 68,17 millions d'habitants. En gros, sans construire une seule maison, on a encore la place de loger 44,63 millions d'habitants si on décide d'être à simplement 3 par logement en moyenne. Hein, évidemment, il y aurait des logements où on serait 5, puis des logements où on serait tout seul. Ok. Alors, vous allez me dire, bon, c'est vrai, ça fait un peu de place.
Mais qu'est-ce que ça fait 44,63 millions d'habitants? Eh bien, par exemple, on peut décider demain matin d'inviter la totalité de l'Algérie en France, sans construire une seule maison. Il n'y aurait plus un seul Algérien en Algérie, ils seraient tous en France, et on aurait la place, on n'aurait pas construit une seule maison. Là, Éric Zemmour me dit non, non, je ne veux pas la totalité de l'Algérie, ça m'intéresse pas, moi je suis d'origine algérienne, je les connais, j'ai pas envie. Ok, pas de problème Éric. Alors, je vais te proposer une autre option, on va prendre par exemple la totalité d'Israël, et puis comme on a encore la place, on va rajouter un autre pays. Un pays qui s'entend bien avec Israël, qui lui laisse faire tout ce qu'il veut. Prenons par exemple l'Arabie Saoudite. Eh ben ça marche, les deux pays ensemble, ça marche, ça rentre. Là vous allez me dire c'est compliqué, ça va faire des situations difficiles, on veut des Européens. Ok, pas de problème. Je te propose un ensemble de pays européens qui fait 44,63 millions d'habitants. Eh ben je te propose de prendre la Grèce, le Portugal, la Suède, l'Irlande, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie et la Slovénie. C'est-à-dire qu'on a réussi à rentrer 8 putains de pays en France sans construire un seul logement. Hein, évidemment, on fait plus de Airbnb, etc. Il n'y a plus de maisons résidence secondaire, on est d'accord. Mais voilà l'étendue de la crise du logement, voilà le problème. Alors le problème, il est simple, c'est que on a une vacance des logements qui est très importante, on a un problème de répartition de l'offre, mais il n'y a absolument pas besoin de 500 000 nouveaux logements par an, et il n'y a aucune crise du logement, soyons très clairs. Alors en 2024, sinon on a vu une belle baisse des prix de l'immobilier et une belle baisse des volumes de vente, avec une accumulation du nombre de biens à vendre impressionnant. Vous avez dû remarquer que partout où vous allez maintenant, vous voyez des affiches à vendre qui sont là maintenant depuis 1 an, 2 ans, qui commencent à s'abîmer et qui ne trouvent pas preneur. Alors moi j'avais annoncé une baisse des prix de moins 50 à moins 75%. Pour savoir si j'ai raison ou pas, il faut savoir est-ce qu'on a touché le fond ou pas. Alors certains nous disent qu'on a terminé cette baisse des prix parce que la Banque centrale baisse ses taux et que donc du coup ça va redémarrer. Moi je pense que la vraie question à se poser c'est est-ce que la prospérité va revenir dans le pays, oui ou non? Ce qui fait les prix immobiliers dans un pays, c'est la densité de la population, les techniques de construction, le marché bancaire, mais c'est surtout la prospérité du pays. Dans un pays pauvre, les prix de l'immobilier ne sont pas élevés. Donc je vous laisse vous poser la question de est-ce que la prospérité va s'améliorer ou pas. On a souvent des gens qui utilisent des arguments inverses en disant que par exemple l'augmentation du nombre de divorces va mener à une augmentation des prix de l'immobilier parce qu'on a besoin de plus de logements finalement par personne. Ce qui est à mon avis un calcul très court-termiste. Tout ce qui mène à un appauvrissement de la population, donc c'est le cas des divorces, mène à une baisse des prix de l'immobilier, évidemment, puisque vous allez avoir l'État qui va devoir subventionner, ça fait une pression sur la dette de l'État. Vous allez avoir des problèmes sociaux, vous allez avoir des ménages qui consomment moins, donc des entreprises qui sont moins riches. Et à long terme, ça mène à une baisse des prix de l'immobilier. C'est pas pour rien que dans l'histoire de l'humanité, les familles se sont composées avec un papa, une maman, des enfants, parce que c'est la structure économique la plus stable. Alors c'est vrai pour ça et pour plein d'autres raisons, plein d'autres arguments qui sont utilisés pour évoquer une hausse de prix, comme le vieillissement de la population. Bon, un pays où il n'y a que des vieux, l'immobilier ne peut pas être élevé. Autre réflexion sur cette baisse des prix, est-ce qu'on peut, selon vous, mettre sur le même plan, comme le font les notaires, une baisse des prix de 20% à Paris et une baisse des prix de 2% à la campagne? Je ne pense pas, parce que quand il y a une baisse des prix de 20% sur des centaines et des centaines de biens à Paris à 1 million, 2 millions d'euros, bah, ça a un impact sur les agents immobiliers qui font faillite, ça provoque des licenciements chez les notaires, ça réduit l'activité des plaquistes, des plombiers, ça a même un impact sur la bourse, parce qu'il y a moins de plus-values immobilières qui sont réinvesties en bourse. Maintenant, quand il y a une baisse des prix de 20% à Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite, clairement, l'impact, il est très faible. Et dernière remarque sur cette baisse des prix, on ne peut pas comparer une hausse des prix de 20% avec une baisse des prix de 20%. Sur un bien à 1 million d'euros, où on a une hausse des prix de 20%, et ben le nouveau prix sera 1 200 000 euros, on a donc gagné 200 000 euros de plus-value. Maintenant, si on a une baisse des prix de 20%, et bien sur ce bien à 1 200 000 euros, la baisse des prix, elle va représenter 240 000 euros, le nouveau prix c'est 960 000 euros, et donc une baisse des prix de 20%, c'est plus fort qu'une hausse des prix de 20%.
En 2024, je me suis planté dans une de mes anticipations, c'est que je pensais que la Banque Centrale Européenne ne pourrait pas baisser ses taux, ou très peu. Elle a fortement baissé ses taux, je me suis planté. Mais tous ceux qui attendaient cette baisse des taux pour pouvoir vendre leurs biens immobiliers en se disant que ça allait relancer le marché immobilier, se sont mis également le doigt dans l'œil. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la répercussion sur les taux des crédits immobiliers a été très faible. Vous vous rappelez qu'en début 2024, on nous disait qu'à la fin de l'année 2024, les taux des crédits immobiliers seraient à 2%. Or, ce n'est absolument pas le cas, ils sont plus à 3,30. Alors pourquoi? Parce que finalement, le 10 ans français, lui, il a très peu baissé. Ça veut dire que les investisseurs n'ont pas confiance en la dette française, ce qui est d'autant plus étonnant que les agences de notation n'ont que très peu dégradé la note de la France cette année. Alors il y a Moody's qui a fini par dégrader la note de la France quand même, mais on est resté en AA. Et Fitch, contre toute attente, n'a pas dégradé la note. Alors tout le monde s'est étonné de cette non-dégradation. Alors ce que je pense qui s'est passé, c'est que la diplomatie française a mis le paquet pour acheter la non-dégradation de la note pour qu'on puisse continuer à se financer. Alors par exemple, ça peut être par le fait d'être moteur de la guerre contre la Russie en Ukraine, ou encore, par exemple 2 jours avant la note de Fitch, la France a accordé une immunité diplomatique à Netanyahou, contrairement à ce qu'avait demandé la Cour pénale internationale. Donc ça marche un moment, on peut vendre finalement notre âme pendant un certain temps, puis au bout d'un moment on a fait toutes les concessions diplomatiques qu'on pouvait, on s'est couché devant la Turquie, devant l'Algérie, devant l'Arabie Saoudite, devant Israël, devant les États-Unis, devant l'Australie. Je me demande devant qui il faut encore qu'on se couche pour pouvoir acheter comme ça des petits sursis, et au bout d'un moment ça nous coûte de plus en plus cher et ça ne fonctionnera pas. Dans tous les cas, moi je pense que l'usage de l'outil monétaire pour financer la croissance de la France à crédit, et en particulier son marché immobilier, ne peut pas durer plus longtemps. Prenons une situation, admettons que la Banque Centrale Européenne décide de mettre ses taux à 0% parce que la France est très en difficulté et qu'il faut l'aider. Bon, qu'est-ce qui se passerait? D'abord, le taux français, il n'arriverait pas à 0%. Il arriverait certes à un niveau à partir duquel on pourrait peut-être relancer quelques ventes, très bien. Mais dans les autres pays, si on met les taux à 0% dans les autres pays de la zone euro, le marché immobilier va exploser, ils vont refaire des investissements industriels, commerciaux, et donc du coup, la consommation va repartir, et tous les prix du pétrole, tous les matériaux importés, etc., tous les prix vont partir à la hausse. Dit autrement, ça ferait baisser le cours de l'euro. D'ailleurs, le cours de l'euro a déjà baissé par rapport au dollar. Alors, concrètement, pour les pays qui sont exportateurs, ça pose pas de gros problèmes. Mais pour un pays comme la France, qui a une balance commerciale déficitaire, une baisse de l'euro, c'est une catastrophe. Et au final, ça mènerait quand même à un appauvrissement du pays, et donc à une baisse des prix de l'immobilier. On est bloqué dans tous les sens. Qu'on augmente ou qu'on baisse les taux, de toute façon, l'immobilier va se planter. Alors, puisqu'on en est également à m'élouper, on peut parler d'une anticipation que j'ai faite et qui n'a pas eu lieu ou très peu. C'est que j'ai parlé sur 10 ans d'un exode urbain, alors j'en ai parlé il y a déjà 2 ans, qui pour le moment est quand même timide, il faut le remarquer. On a une baisse de la population à Lyon et à Paris, on a un dynamisme économique dans les zones rurales, mais on n'est pas allé jusqu'à un transfert de l'économie des zones urbaines vers les zones rurales. Le télétravail continue d'exister, mais pas avec suffisamment de puissance pour mener ce déplacement. Alors je pense que je parie quand même sur cet événement en me disant qu'il va arriver, parce que je pense que les productions agricoles par rapport à tout un pays qui s'éclate la gueule sur le plan industriel et sur tous les plans, à mon avis, elles vont prendre de la valeur, et donc du coup, on va produire plus de richesses à la campagne, ce sera plus dynamique à la campagne, il y aura moins de problèmes aussi qu'en ville. Bon, je vais pas vous refaire le résumé de la vidéo, mais c'est vrai que pour le moment, je me suis planté, parce que dans le sens où ça n'a pas encore eu lieu. Et enfin, dernier événement que j'avais annoncé, et là je me suis a priori pas planté du tout, c'est qu'il y a une forte augmentation de l'imposition des propriétaires. Alors, c'est quelque chose que j'avais annoncé sous plusieurs formes, donc j'avais parlé de cette augmentation d'imposition, mais j'avais parlé également d'un transfert de pouvoir de la génération des boomers vers ma génération. Je pense que ce transfert est en train de s'opérer,
Et les boomers ont pensé pendant très longtemps que le capital leur assurait le pouvoir, et que donc ils seraient tranquilles, ils pourraient continuer à rien branler jusqu'à la fin de leur vie en étant relativement riches. Et je pense en réalité que le pouvoir, il est en train de se transférer tout simplement parce qu'ils sont vieux, ils deviennent inutiles, et si l'État avait besoin de flatter leur marché immobilier, tous leurs actifs pendant longtemps, parce qu'il avait besoin qu'ils continuent à investir, etc., s'il avait besoin de flatter les boomers, je pense qu'en réalité, l'État n'a jamais eu besoin de vieux croutons. Et que maintenant, il en a plus besoin de ces gens-là. Or, l'État n'a plus d'argent. Il a mis beaucoup d'argent à cet endroit, chez les boomers. Et il se dit, bah, où est-ce que je vais aller chercher de l'argent? Bah, il va aller chercher là où il l'a mis. Il va aller ponctionner le capital des boomers. Donc, ce capital qu'il voyait comme une protection va en réalité en faire la cible de la fiscalité de l'État. Parce que c'est pas le capital qui assure le pouvoir, c'est le pouvoir qui assure le capital. Et maintenant que vous n'avez plus de pouvoir, en réalité, vous allez perdre également votre capital, vous allez finir votre vie pauvre à bouffer des sardines et humilié. Et enfin, dernier événement très important qui a eu lieu en 2024, c'est le retour au pouvoir de l'infâme, de l'immonde Manuel Valls. Alors, pendant longtemps, j'avais un peu d'affection pour ce mec, en me disant qu'il était le symbole, le stéréotype de la fourberie, de la félonie, de la bassesse. Et comme on avait besoin d'un Judas national, parce que tant que Manuel Valls existait, on avait tous une valeur morale. Mais quand même, le fait que ce mec revienne au pouvoir, c'est quand même la victoire de la bassesse, de la défaite des valeurs morales. Et si on est en grande difficulté en France, c'est pas à cause d'une crise financière, c'est pas à cause de la désindustrialisation, c'est principalement et premièrement à cause d'une crise civilisationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeurs morales. Et quand même, le retour de ce traître au pouvoir est finalement une pas si bonne nouvelle que ça. C'est vrai que c'est amusant, ça amuse beaucoup de monde, mais je pense que c'est quand même le signe qu'on n'a pas encore touché le fond, et qu'il faut encore qu'on souffre pas mal, et qu'on continue à se casser la gueule avant de redémarrer. C'est ce qui fait une civilisation, en réalité, c'est le fait que les individus soient capables de sacrifier leur ego au bénéfice du collectif. Or, Manuel Valls, c'est le stéréotype de l'inverse, c'est-à-dire que c'est le mec qui a sacrifié toutes les causes pour lesquelles il s'est engagé, qui est prêt à sacrifier des gamins à Gaza pour pouvoir accéder au pouvoir et flatter les personnes les plus puissantes. Moi, je pense que c'est quand même un très mauvais signal, et malheureusement, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. You fucking bastard! Why? Why? Longshanks acquired Wallace. So did our nobles. That was the price of your crown. Die! I want you to die. Soon enough, I'll be dead. And you'll be king. I don't want anything from you. You're not a man. You're not my father. You are my son, and you have always known my mind. You deceived me. You let yourself be deceived. But in your heart, you always knew what had to happen here. At last, you know what it means to hate. Now you're ready to be a king. My hate will die with you.